L'ambition pour moi, c'est de voir suffisamment loin et de s'attacher à une cause qui nous permette de se lever tous les matins en se disant je vais satisfaire une mission et j'ai la pêche et ça me donne envie d'y aller. Donc clairement, c'est un petit peu ça ma vision des choses. Peu importe quelle décision je prends et où ça nous mènera, bien évidemment, on essaye de le faire au mieux et en toute intelligence, mais aujourd'hui, j'aurai jamais de regrets sur ce que j'ai fait parce que je vis pleinement ma vie. J'ai vraiment trop peur de me réveiller à 50 ans en me disant j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Donc c'est plutôt, je pense qu'on n'est plus dans cette dynamique de survie et justement cette dynamique de survie, elle était peut-être plus présente il y a quelques années dans un travail purement alimentaire où des personnes ont travaillé pendant des années à un seul et même endroit sans forcément s'épanouir. Bonjour Jonathan. Bonjour Alexandre. Merci d'être présent pour Enquête d'ambition, un nouveau numéro d'Enquête d'ambition. On va parler pendant 45 minutes, 1 heure sur ton activité. Ok. Et le sujet qui est phare à Enquête d'ambition, c'est ta définition de l'ambition, comment tu vois l'ambition pour ton entreprise et comment toi tu la sens au niveau personnel. Alors, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours professionnel, s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Jonathan Hérodé, j'ai 30 ans. J'ai un parcours professionnel un petit peu atypique. J'ai eu, pour l'anecdote, toujours la volonté d'être taxi, donc quelque chose que je ne saurais pas expliquer, cette envie de conduire, on va dire, qui a un petit peu guidé mon parcours derrière, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est que pour être taxi, il n'y a pas de besoin particulier en termes d'études, c'est simplement une formation derrière de 5 mois. Donc jusqu'au bac, j'ai toujours guidé un petit peu ça dans ma tête et ça m'a emmené sur un bac de gestion d'entreprise. Je m'étais dit que c'était bien d'avoir quelques notions de gestion d'entreprise. Tu as eu raison. Et donc c'est une professeure de gestion qui m'a dit écoute, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'avenir, c'était au développement d'Uber, etc. Elle m'a dit je pense que les licences de taxi vont peut-être être amenées à mourir ou autre. Alors l'avenir a montré qu'elle avait pas forcément raison, mais elle m'a dit je te verrais bien plutôt dans le commerce. Et tout bêtement j'ai suivi cette professeure-là et je me suis dit pourquoi pas allier l'automobile à cette partie commerce, et raison pour laquelle je me suis orienté vers la vente automobile. Donc ça a été dicté de cette façon-là. Donc ensuite j'ai fait un BTS négociation relations clients à Montargis, donc au lycée en forêt, en alternance chez un agent Peugeot. Chez lequel j'ai appris ce métier et chez qui j'ai poursuivi pour une école de vente automobile d'1 an supplémentaire. Ensuite, j'ai été recruté par une concession Renault dans la région et c'est de là que j'ai pris un petit peu on va dire, d'expérience en matière de commerce. Et puis en parallèle de ça, ça fait 22 ans que je suis cavalier et au bout de 5 ans de commerce chez ce concessionnaire Renault, je me suis dit pourquoi pas allier mes connaissances en commerce et avec le monde automobile. Et donc j'ai quitté cette concession-là en 2020 pour créer ma propre concession de camions de chevaux, co-créée puisque nous étions associés. Donc on était concessionnaire d'une marque allemande de vent. Donc les vents, pour situer, ce sont les remorques qui permettent de transporter les chevaux. Concessionnaire d'une marque portugaise de petits camions, donc les camions qui permettent de transporter 2 chevaux pour le coup. Et concessionnaire et plutôt revendeur de poids lourds de camions de chevaux. Et finalement, c'est là qu'est née l'idée d'Ogalo. C'est pendant l'exercice de cette activité-là, au contact quotidien des acteurs de la filière, que l'idée d'Ogalo est venue, a continué, on va dire, de mûrir dans mon esprit. Et donc en 2022, j'ai créé Ogalo. J'ai cédé mes parts de cette précédente entreprise pour me consacrer à 100% à ce nouveau projet. On peut dire que tu as toujours été dans le monde du cheval. Parce que c'est ça. Les voitures, les chevaux... c'est ça. Les chevaux différents des fois, mais exactement. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Ogalo et comment ça fonctionne? Ouais. Alors la genèse d'Ogalo, c'était, je dis c'était puisque finalement après le lancement de la première version d'Ogalo, on a déjà pris des choix stratégiques dans la proposition de valeur. La toute première idée d'Ogalo, c'était de créer une plateforme de covoiturage équin. C'est-à-dire qu'en allant en concours, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des véhicules avec des places disponibles et je me suis dit, l'équitation, 3e sport national, dès qu'on a besoin d'emmener un cheval, c'est toujours avec un véhicule, c'est pas comme le foot ou le tennis où on emmène une raquette ou un ballon dans un coffre. C'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Et en arrivant sur les concours, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait des véhicules avec des places dispo. Je me suis dit, c'est quand même assez étonnant qu'en 2020 ou 2022 à l'époque, on n'ait pas une solution qui permette de mutualiser ces transports. Donc la première idée qui a été creusée, c'était autour de cette partie covoiturage. Et puis en exerçant le métier de concessionnaire de véhicules équins,
j'ai levé un second souci qui est la difficulté d'acquisition de ces véhicules-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un véhicule équin, c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors, un vent, la moyenne des prix en neuf, c'est entre 5 et 20 000 euros, grossièrement. Et un camion de chevaux, on est systématiquement au-delà de 50 000 euros sur du véhicule neuf. Oui, c'est pas du tout la même gamme. Non, c'est pas du tout la même gamme, qui plus est avec un taux d'utilisation relativement faible, puisque un camion chevaux en 2 places, en termes de taux d'utilisation, on est sur des très peu de jours finalement dans l'année, c'est juste sur les périodes de concours, en tout cas pour les particuliers. Le problème dans les écuries est à peu près identique. Et finalement, l'idée a mûri entre le covoiturage, l'idée de la location aussi pour le côté économie circulaire et rentabiliser l'achat de ces véhicules-là. Et donc, je me suis lancé. Avant, en amont de ça, on a fait une étude juridique, bien évidemment, parce que le covoiturage n'existant pas, il a fallu voir si c'était possible de le réaliser. L'étude juridique a montré que c'était possible, mais qu'il fallait que ce soit vraiment encadré, puisqu'on est sur un transport de marchandises. Malgré que ce soit un cheval, c'est considéré aux yeux de la loi comme de la marchandise. J'aime pas parler comme ça, mais ce sont les faits. Donc, techniquement, c'était quelque chose de possible. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas allier ça avec la technologie aujourd'hui, et donc créer une application mobile qui permette en fait de trouver une solution pour transporter ces chevaux, tout en mutualisant les transports. Donc la première idée d'Ogalo, ça a été ça, c'est de créer cette plateforme covoiturage et location de véhicules équins. Alors, comment elle fonctionne, cette application? Alors concrètement, l'application, sur cette première version, un client arrive sur l'application et a la possibilité de rechercher soit le covoiturage, soit un véhicule à la location. Donc techniquement, quelqu'un qui se déplace avec son cheval pouvait, je vais parler au passé puisqu'on va avoir des évolutions, pouvait programmer son trajet avec place disponible au même titre que ce qu'on peut faire avec Blablacar, voilà, exactement. Oui. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui recherche un trajet était mis automatiquement en relation. Pour la partie location, des propriétaires de véhicules, alors que ce soit des loueurs professionnels, des écuries ou des particuliers, mettent à la disposition leur véhicule sur la plateforme. Exactement, tout est possible. Sur tout type de véhicule, en lien avec le domaine équin, donc des véhicules pour tracter, un 4x4 avec un attelage, un vent, un petit camion ou même un poids lourd. Alors après, on s'est heurté à d'autres difficultés au niveau de l'assurance, on y reviendra peut-être après, mais en gros, le fonctionnement global de la plateforme, c'était ça au lancement. Donc cette plateforme existe depuis 2 ans. Alors, moins que ça, création d'entreprise juin 2022 et lancement de la première version mai 2023. Ok. Voilà, donc à peine un an aujourd'hui. De juin 2022 à mai 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas juste attendu qu'il fasse beau et que la saison de concours revienne. Ça a été toute la phase de sélection du prestataire qui a développé l'application, la continuité de l'étude de marché qui a été très importante puisque ça a permis de lever la troisième verticale, donc on parlera après, qui est le transport professionnel de chevaux, sur laquelle on va axer aujourd'hui nos efforts. Donc on a eu clairement, on a commencé le développement en septembre 2022 de la plateforme. Elle devait sortir en janvier 2023, mais elle a été retardée. Les phases de test, court quand même. C'était assez court, c'était ce qui était promis par l'agence de développement, en tout cas, qui a codé l'appli. Et puis on a eu pas mal de soucis entre la différence entre ce qui était attendu, on va dire cahier des charges, et la réalité de ce qui a été produit. Donc il a fallu faire beaucoup de changements, et finalement ça a retardé le lancement de la plateforme, donc lancement exactement le 23 mai 2023. Très bien. Et alors, on reviendra sur l'aspect technique d'Ogalo, mais son ambition, c'est quoi? Alors, clairement, l'ambition, c'est de faciliter le transport équin et clairement de devenir le leader, si on veut aller très loin, mondial de la mobilité équine. L'idée d'Ogalo aujourd'hui, c'est toujours... Alors, pour rentrer dans les faits, on va mettre en retrait le covoiturage, on va se concentrer sur la mise en relation avec les professionnels du transport et la location. Et donc l'ambition, c'est de pouvoir apporter une solution à tous les acteurs de la filière équine qui ont un besoin de transport de chevaux. Moi, j'avais filmé, j'avais fait des vidéos pour des clients qui justement avaient un vent, Oui. Qui en voulaient aussi en acquérir d'autres. Et parce que dans le Loiret, il y a quand même une multitude de petits haras, de petits centres équestres et de prestataires qui ont des vents et qui souhaitent le développer. Oui. Je pense qu'il y a vraiment, là tu parles de l'ambition bien sûr mondiale, Oui. mais je pense que déjà au niveau Loiret, tu es dans un Tout à fait. département où il y a beaucoup de possibilités. Tout à fait. Tu me posais la question de l'ambition, donc je t'ai donné tout de suite on va dire la vision très globale et très long terme. À
très court terme, aujourd'hui, toute notre offre va s'axer sur le marché national. Dans un premier temps, on va déjà concentrer nos efforts sur la partie mise en relation avec les professionnels du transport. Donc concrètement, pour revenir sur cette partie-ci, en lançant la première version Nogalo, on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels du transport se sont inscrits sur l'application. Donc c'est 30 entreprises qui sont inscrites d'elles-mêmes sur l'application. Très bien ça. Ouais, tout à fait. Et ça a été de l'autre côté, on s'est rendu compte que les clients effectuaient des demandes de transport pour être mis en relation avec les professionnels du transport. En l'espace de 4 mois, c'était 596 demandes de transport. Les chiffres ont continué d'évoluer un petit peu, mais voilà. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel manque à cette étape-là, c'est-à-dire que les personnes ne font pas forcément elles-mêmes les trajets, parce que transporter un cheval, ça peut être, voilà, ça peut être frustrant, ça peut être une crainte hein, quelque part, ça se transporte pas comme on transporte un petit chien, hein, pour faire simple. Et donc on s'est rendu compte et on a pris conscience à ce moment-là de l'importance du transport professionnel. On a essayé de comprendre comment ça fonctionnait et en fait aujourd'hui les transporteurs sont pas forcément très bien référencés parce que c'est pas leur métier. C'est un milieu qui fonctionne aussi beaucoup avec le bouche à oreille. C'est assez fermé, hein. Ouais, tout à fait. C'est assez fermé et c'est surtout très peu digitalisé. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme toi et moi qui aurait besoin de faire transporter un cheval, on a en gros trois possibilités. Le bouche à oreille qui est le mieux puisque il y a ce rapport de confiance, de conseil, etc. Sinon, le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet, de rechercher un transporteur et auquel cas on n'aura pas la multitude de transporteurs disponibles. On n'aura pas une gamme de choix. Exactement, il n'y a pas de référentiel, c'est-à-dire qu'il faut aller sur chaque site de transporteur, effectuer une demande de devis, remplir des formulaires et ensuite les Et faire transporter. le choix soi-même. Exactement, faire le choix soi-même. Et il y a une chose qui s'est développée quand même depuis plusieurs petites années, ce sont les groupes Facebook. Donc des groupes Facebook qui sont entièrement dédiés à la mise en relation entre les demandes de transport et les transporteurs professionnels, avec la grosse difficulté qu'il n'y a pas d'administration qui est faite derrière. Donc ça encourage le développement de réseaux de faux transporteurs. Et voilà, Et c'est ce que j'allais dire. c'est Parce ça. que les réseaux Facebook, c'est bien. Et d'un côté, il y a le revers de la médaille où c'est un petit peu, entre guillemets, un pot pourri, où on a un peu de tout. Et Tout à c'est fait. pas évident de savoir dénicher la pépite. Exactement. Quand on en discute avec les transporteurs, puisque ces premiers mois de lancement ont été pour nous l'occasion vraiment d'aller au contact du marché et puis de commencer à nouer des liens avec les transporteurs, certains fonctionnaient beaucoup par Facebook, mais finalement, le mot d'un transporteur, c'est la foire à la saucisse, mais c'est vrai que c'est bien résumé. Il y a de plus en plus de faux transporteurs, et dans les faux transporteurs, il y a plusieurs catégories. Il y a les vrais faux réseaux, c'est-à-dire que des réseaux africains ou autres, ce qui s'appelle des brouteurs, en fait, qui viennent proposer des devis moins chers, demander des acomptes et ne viennent jamais chercher les chevaux. Et il y a aussi toute la partie des personnes qui n'ont pas les compétences et les autorisations pour faire du transport, qui le font pour arrondir des fins de mois ou qui le font même des fois de manière par manque d'information où ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, à prendre avec des pincettes puisque techniquement on est censé savoir qu'on n'a pas le droit de le faire à titre rémunéré. Il se cache un petit peu derrière ça. Donc on a un gros enjeu de, on va dire, j'ai envie de dire nettoyage du marché, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'apporter cette sécurité et aux demandeurs de transport et aux transporteurs pour exercer sereinement leur activité. Oui, parce qu'effectivement, moi je me rappelle très bien, elle avait son activité, elle l'avait démarrée. C'était justement une activité spécialisée dans le transport de chevaux. C'est une activité qui n'a pas spécialement bien fonctionné. Ouais. C'était fermé. Alors oui, entre professionnels, ça parlait, mais au niveau du privé, elle n'arrivait pas à sortir réellement son épingle du jeu. Ouais, tout à fait, c'est Par vrai. manque de digitalisation, comme tu disais, et par manque aussi, je pense qu'effectivement, une application qui permettait de savoir si le professionnel avait tous les papiers, s'il était en règle, s'il était reconnu comme étant de confiance. Je pense que ça, réellement, c'est quelque chose qui lui a manqué. Ouais, clairement, tu soulèves un autre sujet qui est que l'exercice de cette activité n'est pas, on va dire, aidé par des outils de gestion d'activité, comme il en existe dans le transport de marchandises, hein. Aujourd'hui, il existe dans le transport de marchandises des bourses de fret, ce qu'ils appellent des TMS, donc des logiciels de gestion d'activité, des choses qui génèrent automatiquement des lettres de voiture, donc des contrats de transport, chose qui est complètement, le transport équin est complètement délaissé par ces activités-là. Et donc, on souhaite aller plus loin que la simple plateforme de mise en relation, c'est qu'on veut aussi permettre aux professionnels du transport d'utiliser Ogalo comme un réel outil de gestion d'activité au quotidien. D'accord, donc il y aura double casquette. Exactement. Alors, tu parlais de l'assurance. Oui. J'aimerais on en dise un petit mot. Justement, concrètement, ça doit être un petit peu particulier parce que transport de marchandises, entre guillemets, ce sont quand même des animaux et c'est
pas comme tu dis, ce ne sont pas des chiens. C'est ça. Ça a quand même un volume. Comment ça se passe? Alors concrètement, aujourd'hui à titre particulier, chaque personne est censée assurer son cheval. Que ce soit pour de la mortalité, il y a des assurances également pour des accidents, et il y a des assurances également pour le transport. En tant que plateforme, nous comme Ogalo, c'est pas quelque chose qui est vraiment démocratisé. On a, pour l'instant en France, on a 2 concurrents, on va dire 3 concurrents même, sur l'aspect location de véhicules. Sur l'aspect transport professionnel, on n'a pas de concurrent pour le moment. Il y a un concurrent en Allemagne qui commence à se développer, à proposer des services un peu similaires à ce qu'on va proposer. Donc concrètement, c'est un petit peu de la création de produits d'assurance. Au lancement de Gallo et même avant le lancement, l'idée ça a été d'aller directement chercher des compagnies d'assurance, sauf qu'en fait on se rend compte que les portes sont fermées partout. Et finalement on a une solution qui se dessine, et d'ailleurs avec des partenaires avec qui on est en discussion, qui sont des courtiers d'assurance équin, donc qui parlent le langage cheval, qui sont en relation avec ces compagnies d'assurance et qui vont nous aider à déployer des produits d'assurance sur mesure, puisque clairement, ne serait-ce que l'assurance location, pour le coup si on revient sur la location, on a 2 de nos concurrents qui sont chez un assureur, mais qui sont chez le même assureur. C'est-à-dire que demain, cet assureur ferme les vannes, on n'a plus d'assurance. Exactement. Donc après, il y a aussi cette économie circulaire, c'est quelque chose qui se développe. On pourrait presque apparenter notre activité à de la location de véhicules de loisirs, comme il en existe sur d'autres marques de location de camping-car, par exemple, qui sont beaucoup plus démocratisées que nous aujourd'hui, type ISCAPA ou autres, et qui sont établies à échelle plutôt internationale. Donc aujourd'hui, c'est de trouver et d'arriver surtout à convaincre les assureurs qu'on ait aussi une volumétrie suffisante, puisque l'assurance et l'image qu'on porte, c'est bien beau, mais il y a un moment où il y a une notion de rentabilité pour les assureurs. Donc il ne faut pas que la part des sinistres soit supérieure aux primes. Donc il y a vraiment quelque chose à construire autour de ça. Et c'est toute la difficulté. Vous avez un peu navigué à vue au début. Ouais, complètement. On a un peu navigué à vue. On a un assureur qui nous a suivis au départ, mais comme on était en phase de test, pas suffisamment de volume. On a eu un sinistre dès la première location. Ça fera partie des choses dont on rira d'ici quelques années, je l'espère, mais au départ, on n'en rigole pas trop. Donc oui, aujourd'hui, on a quand même 2 courtiers qui nous suivent de près, avec qui on est en discussion pour essayer d'apporter de la nouveauté dans ce milieu, et surtout l'assurance, c'est quelque chose qui est un petit peu indispensable. Certains clients sont déjà assurés, enfin clients ou utilisateurs sont déjà assurés pour la location, d'autres ne le sont pas du tout, auquel cas on ne peut pas accepter ces personnes-là sur la plateforme. Oui, c'est normal. Tout à fait. Alors, tu as décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Oui. Et alors, est-ce que selon toi, c'est important et nécessaire pour un dirigeant de partager en ligne son aventure entrepreneuriale? Alors ça a été une vraie discussion avec notre nouvelle équipe, puisque donc suite au lancement de la première version, on a donc levé des fonds, ce qui a permis d'internaliser certaines compétences, on y reviendra après, dont Maud, donc, qui est notre responsable marketing, et pour lui rendre à César ce qui appartient à César, c'est Maud qui est à l'initiative de ça, on va dire de cette nouvelle façon de communiquer. C'est Parce en que effet, toi, sinon... je sais pas si de moi-même j'aurais été. Ah oui, tu sais pas que tu freinais des cas de fer. Non, c'est juste que c'est pas quelque chose qui t'est venu forcément à l'esprit. Tout à fait. Quand on est dans ce type de projet, on a mille et une choses à penser. C'est quelque chose qui prend du temps, prendre la parole sur les réseaux. On en discutait en off avant de commencer, mais il faut bien le faire sans être pour autant prétentieux, parce que on n'est pas chef d'entreprise avec une licorne qui est valorisée à des milliards d'euros. Donc c'est surtout de partager l'expérience, d'emmener, on va dire, notre communauté avec nous sur les difficultés d'entreprendre, mais sur aussi les choses très positives, parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Et qui plus est, dans le domaine équin, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément beaucoup, par manque de digitalisation. Alors bien que ça arrive de plus en plus, mais on a pris ce parti pris de dire on se lance sur les réseaux, on partage l'expérience, et preuve en est, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et j'encourage toutes les autres entreprises à le faire, puisque même si c'est pas, pour nous, LinkedIn, c'est pas notre premier lieu d'acquisition client, clairement notre cible n'est pas forcément sur LinkedIn. Pour autant, ta cible à toi, c'est notre cible, on a les transporteurs professionnels qui sont pas sur ce type de réseau, ou en tout cas les TPE n'y sont pas forcément. Facebook tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Facebook, Instagram, après dans la presse, etc. On est plutôt, nous, sur une cible de particuliers, les éleveurs, mais on n'est pas
notre cible n'est pas vraiment sur LinkedIn, bien qu'il y ait forcément une partie quand même, mais c'est pas le cœur de la cible. Dans notre domaine, ça fonctionne aussi beaucoup par l'influence, donc notamment sur Instagram. Donc LinkedIn, on savait que c'était pas réellement pour faire de l'acquisition client avec un retour sur investissement tout de suite, mais c'est plutôt de partager l'expérience et finalement qui amène à du partenariat avec d'autres entreprises du secteur, avec notamment les assureurs, etc. Donc ça a été un vrai parti pris et on prend même plaisir à le faire aujourd'hui. Alors justement, la toute première fois quand tu as préparé, ou que Maud, peut-être que c'était de façon collégiale, Ouais. vous avez préparé la première publication. T'en souviens? Ouais, je m'en souviens bien. On en a beaucoup ri parce que Maud me poussait à ça. Et puis finalement, en fait, la petite histoire, c'est que Maud, c'est la rédactrice web d'Ogalo sur la partie blog depuis le lancement au départ en freelance et qui maintenant a intégré l'entreprise pour différents, pour plusieurs choses, notamment sa maîtrise des réseaux sociaux. Et depuis longtemps, elle m'en parlait. Et quand on a sauté le pas, c'était un petit peu une petite victoire pour elle. Elle te titillait tellement Voilà, qu'elle était exactement. contente là. Et au final, c'est super bien parce que même ça permet de prendre du recul en fait sur ce qu'on a vécu, de refaire. Bah oui, le Gallo est lancé depuis 1 an et demi. On a toujours la tête dans le guidon et maintenant, ça permet aussi de voir le parcours qu'on a établi jusque-là, de voir aussi les Un erreurs. rétroviseur. Ouais, exactement. De voir les erreurs qui ont été faites, ce qu'on a mis en place pour les corriger. Et donc, pour revenir à ta question, la première prise de parole, ça s'est fait finalement assez naturellement parce qu'au final, on raconte juste ce qui s'est passé. Donc, dans les faits, il faut simplement trouver ce sur quoi on veut aller, ce qu'on veut partager, L'axe. exactement, l'axe qu'il est intéressant de partager. Et puis après, ça se fait tout seul. Alors justement, il y a certaines entreprises qui sont dans le parti pris de ne pas forcément expliquer leurs erreurs, leurs échecs, leurs petits écueils. À Ogalo, l'idée, c'était aussi de raconter donc tout le parcours. Ouais, exactement. Ça aussi, c'est un parti pris, hein, parce que finalement, on se livre en disant, bah, on a commis telle ou telle ou telle erreur. Je pense qu'aujourd'hui, des dirigeants qui ont fait aucune erreur dès le lancement, même sur des boîtes qui ont réussi, ça n'existe pas forcément, bien que peut-être, hein, il y a certainement des On ne sait ovnis. pas, mais bon. Et tant mieux, et tant mieux. Je souhaite pas aux personnes de faire des erreurs. Maintenant, quand on se lance dans quelque chose de totalement novateur, c'est obligé qu'on fasse des erreurs. On a fait des erreurs. L'erreur est constructive. Hein. Bien sûr, c'est ça. L'idée, c'est surtout de rebondir et de se dire, bon bah voilà, on a commis cette erreur-là. Bon, surtout, on recommence pas, mais surtout, on prend les moyens et on met les moyens en œuvre pour aller à l'encontre de ça et en faire une force derrière. Et on s'est rendu compte qu'on a fait plusieurs erreurs. C'est toujours trop tard quand elles sont faites, mais pour autant, je trouve ça intéressant de les partager, que ce soit pour les futurs entrepreneurs ou même tout simplement pour l'honnêteté vis-à-vis de notre cible, puisqu'on a aujourd'hui des clients et des utilisateurs qu'on n'a pas réussi à satisfaire parce que l'outil n'est pas bon ou autre. Pour autant, ils nous ont fait confiance parce qu'ils sont venus dès le départ comme primo-utilisateurs et derrière, on ne les satisfait pas. Donc moi, ça me dérange, tout simplement. Donc l'idée, c'est de leur expliquer pourquoi on a fait ces erreurs-là et surtout ce qu'on va mettre en œuvre pour essayer de les corriger. Exactement. Alors je reviens un petit peu en arrière, parce qu'il y a une petite question qui me taraude. Comment on fait pour passer d'un poste de directeur commercial avec une situation qui est quand même assez confortable à un statut de créateur de start-up où c'est quand même en plus innovante comme la tienne, où c'est un petit peu plus du coup, la visibilité est quand même moins évidente. Ouais, tout à fait. Surtout que le lancement de la première entreprise, ça a été en pleine période de Covid. Donc, ouais, voilà. Mais qui finalement a été une aubaine pour nous parce que donc la première entreprise qui était la vente de véhicules équins, qui est tombée au moment où tous les professionnels du secteur ont pris le temps il y avait plus de concours, etc. Donc finalement, ils ont pris le temps d'investir. C'est assez paradoxal, mais ça a vraiment été le cas. Donc la première année a été très Un bonne. mal pour un bien. Exactement. Après, pour revenir sur ta question, en fait, je me suis jamais trop posé la question sur le fait de me dire je prends un risque ou pas. En effet, je venais d'acheter une maison, donc il y avait quand même un petit peu de charge derrière. Qui plus est, la négociation avec mon ancien directeur ne s'est pas bien passée, donc il n'y a pas eu de rupture conventionnelle, etc. Ça a été le saut dans le vide, donc pas de parachute. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, pas de parachute. Pour autant, je pense que, alors on peut se lamenter et se dire oui, j'ai pas eu de chance, etc. Moi, j'ai tenté en tout cas d'en faire une force en se disant bon bah de toute façon t'as rien derrière, donc maintenant il va falloir que tu bosses et puis faire rentrer de l'argent pour pouvoir t'en sortir. La partie vente de véhicules, elle était moins, on va dire moins critique ou elle faisait moins peur que la partie start-up, puisque finalement la start-up, on est dans quelque chose avec beaucoup d'inertie.
où il y a des temps de développement, où il y a des temps où je rentrais, qui plus est, je suis pas du tout tech. La Euh, temporalité n'est pas du tout la même, c'est ça que tu veux Exactement, dire. tout à fait. Donc la preuve en est, c'est que certaines entreprises mettent 2, 3, 4, 5 ans à se lancer, toujours sans ce parachute financier derrière. Mais je pense qu'il faut en faire une force et de se dire, voilà, il faut être le rentable le plus rapidement possible. Et surtout, je pense que ce qui me motive aujourd'hui, on parle de l'argent, mais au-delà de l'argent, c'est solutionner un problème. Et je pense réellement qu'on a une vraie problématique à aller solutionner derrière, que ce soit sur la partie transport ou location. Tu me disais que tu avais deux offres dans la solution Gallo. Tout à fait. Il y a une offre où il y avait quasiment peu de concurrents, mais une autre où la concurrence était un petit peu plus installée. Tout à fait. Comment justement tu fais pour te démarquer sur un marché où tes concurrents sont déjà assez bien installés? Alors, c'est pas forcément simple, puisque la location, c'est pas quelque chose qui est vraiment démocratisé en matière équin, en tout cas. L'idée, c'est d'aller trouver des verticales où les concurrents sont pas forcément présents. Donc, des verticales au sein même de ce marché. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, on est en train d'étudier la façon dont on pourrait réussir à apporter de la plus-value par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, de proposer une offre équivalente à nos concurrents, mais avec des fonctionnalités nouvelles et surtout avec, on va dire, une proposition de valeur que nos concurrents ne sont pas en mesure pour l'instant d'apporter. Ok. On va refaire un petit passage sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Dans l'une de tes publications, tu mets que tu veux faire un gros coup de neuf dans les pratiques de transport professionnel. Qu'est-ce que tu entends justement par un gros coup de neuf? Alors, ça ne concerne pas le métier de transporteur en tant que tel, D'accord. puisqu'aujourd'hui, ils savent faire leur métier. Ça fait des années qu'ils existent sans nous. Donc on Donc, peut les rassurer. on peut les rassurer. On va rien toucher à leur métier. Bien au contraire, on va les aider à faire encore mieux, plus rentable et développer le chiffre d'affaires. Je m'explique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui permettent de mutualiser les camions. C'est-à-dire que les transports de chevaux se font très souvent sur des longues distances. Ce qu'on a relevé, c'est bien souvent plus de 500 km. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont des transports soit nationaux, soit européens, soit même internationaux, qui peuvent intégrer éventuellement de l'aérien, pas uniquement du terrestre. Et du coup, ce qu'on va vouloir apporter, notre ambition, c'est de réussir à optimiser le taux de remplissage des camions. Aujourd'hui, le chiffre qui ressort, c'est un peu plus de 40% des trajets qui sont effectués à vide ou avec des places disponibles, parce que justement, il C'est n'y ce a que tu pas disais au d'outils. début. Exactement. Il n'y a pas d'outils qui permettent de regrouper les transports. Aujourd'hui, certains transporteurs, la façon dont ils travaillent, c'est qu'ils utilisent aussi les groupes Facebook pour proposer leurs places disponibles. Donc c'est très régulier de voir par exemple un Paris-Madrid avec 2 places dispo. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas optimisé en Tout à fait. fait, On a des places libres qui pourraient très bien être comblées par exactement. manque de communication et de visibilité. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas d'outils qui permettent de centraliser la demande et l'offre. Donc concrètement, tout est un petit peu dispersé. Aujourd'hui, les transporteurs font avec les moyens du bord. Et puis qui plus est, il y a aussi une plus-value client qui est que sur un transport groupé, c'est-à-dire un transport pour lequel il y a déjà des chevaux dans le véhicule, est forcément moins onéreux qu'un transport dit privé où on n'aurait qu'un seul cheval dans le véhicule. Effectivement, donc là oui, ils ont vraiment une valeur ajoutée à s'intéresser à ton application, Tout à fait. parce que là, enfin, clairement, ils perdent de l'argent actuellement. Oui, tout à fait. Il y a un manque de rentabilité. Il y a un aspect écologique aussi où c'est dommage de faire Indéniablement, oui. circuler des véhicules à vide. Et puis, il y a l'aspect, en effet, client qui peut aussi bénéficier de cette synergie. Donc, à très court terme, on n'aura pas forcément l'algorithmie qui permet d'automatiser cette mise en relation. Aujourd'hui, les transporteurs vont pouvoir mettre leur véhicule avec des places dispo, les demandeurs de transport effectuer des demandes de transport. Et ensuite, l'idée, c'est que l'application puisse, avec à voir si c'est de l'algorithmie ou de l'intelligence artificielle, mais venir faire switcher tous ces transports pour dire à un transporteur, bon ben voilà, aujourd'hui en passant comme ça par tel trajet, etc., à telle date, on pourrait arriver quasiment, le but c'est ça, hein, c'est l'ambition ultime, c'est d'arriver à 100% de taux de remplissage des véhicules. Ça va être une mission assez difficile à remplir, mais on s'y attache. Impossible n'est pas français. Exactement. Donc, messieurs les professionnels, courez chez Ogalo. On va commencer un petit peu à glisser vers les questions de l'ambition. Ouais. Est-ce que pour toi, quand on est entrepreneur, qu'on se lance dans un projet comme celui-ci, c'est important de savoir s'entourer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel,
On parle toujours du fameux mythe de l'entrepreneur qui se fait tout seul. D'après ton expérience, est-ce que voilà, c'est important, secondaire, c'est une réalité, un mythe? C'est complètement une réalité. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai un parcours rugbystique, dont on n'avait pas parlé, mais Ça se voit. depuis, j'ai pratiqué le rugby quelques années. Un sport qui, pour moi, a beaucoup de valeurs qui me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et Collectif? voilà, exactement, le collectif, le respect, l'entraide, etc. J'avais jamais été seul jusqu'à la création de Gallo. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, hein, en tout cas. C'est-à-dire que quand j'étais vendeur automobile, c'était une équipe pour le coup. On était 9 vendeurs, donc il y avait vraiment enfin, voilà, une réunion tous les matins, un engouement, un challenge, etc. Quand j'ai créé la concession de camions de chevaux, on était 2 associés, donc systématiquement à plusieurs. Et là, quand j'ai lancé au galop, je suis parti seul dans l'aventure. Et en fait, on se rend compte que seul, on fait pas grand-chose parce qu'on a l'idée, mais on n'a pas les compétences. Donc, il faut aussi savoir se remettre en question. On peut pas être bon sur le commerce, sur la commercialisation, sur la communication, sur la partie tech, etc. Ça n'existe pas. Et c'est surtout que les journées font que 24 heures et Que. que 24 heures, exactement. Donc, clairement, c'est voilà, c'est un mythe. L'entrepreneur qui se fait tout seul, j'y crois absolument pas. On a besoin de s'entourer. Et sur le point de vue, là, on parle que de la partie pro, hein, mais il y a aussi toute cette partie perso puisque c'est des soucis qu'on ramène à la maison forcément le soir. Donc il faut que la personne avec qui on vive accepte ces choses-là, nous pousse dans le projet. Et puis de façon plus globale sur l'entourage, je pense que l'entourage a une importance aussi vraiment enfin, qui est indéniable dans le sens où si on n'a que des personnes qui nous tirent vers le bas en nous disant ton projet ça marchera pas ou reste où t'étais, tu Tu gagnais en de as eu? l'argent. Euh, Très peu parce que j'ai tendance à vite m'écarter de ces gens-là. Je pense que c'est des freins, Des fois, clairement. c'est pas évident, non? Non, non, c'est alors on Ça dépend de leur position. voilà, je pense que naturellement l'humain, va vers les personnes qui nous ressemblent et qui nous attirent. Donc des personnes qui sont, anti-entrepreneuriat, qui ne sont pas dans, le fait d'aller chercher plus loin, qui sont très, dans la petite vie, ou le travail alimentaire et cetera, c'est pas spécialement mon état d'esprit, bien qu'il en faut et c'est pas du tout une critique. C'est tout à leur honneur Et c'est aussi. tout à leur honneur et c'est pas voilà, il y a pas de point négatif là-dedans. Je pense que voilà, naturellement, bon, je suis pas très âgé, j'ai 30 ans, mais avec quand même un petit peu commencé à avoir une petite expérience de vie et forcément, naturellement, on fait un petit peu le tri des personnes qui nous tirent vers le bas en avançant, tout simplement. Ah, moi, j'ai une question, enfin, j'en ai plusieurs. Euh, Dans ton entourage, est-ce que tu es le seul à être dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était symptomatique de ta famille? Alors non, en termes de famille très proche, c'est-à-dire mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Mon grand-père l'était dans la maçonnerie, ce qui se faisait pas mal à l'époque, et mes grands-parents maternels étaient agriculteurs, donc quelque part un petit peu entrepreneurs. Par contre, dans la famille plus proche, jusqu'à il y a peu de temps finalement, puisque mon grand frère s'est lancé dans une entreprise en même temps que moi, dans un tout autre domaine, mais on n'était pas forcément entrepreneurs. Moi, j'ai toujours vu mes parents prendre la voiture, aller au bureau, pardon, on va couper. Lapsus? Lapsus, ouais, exactement au bureau, le matin, et rentrer le soir, et puis penser à autre chose quand on rentre, ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi des aspects négatifs à être salarié, avoir une grosse pression de la part de la direction. C'est aussi ça un petit peu qui guide le parcours, c'est que j'ai passé des très bons moments en tant que salarié, mais j'ai aussi vu les limites de la façon de manager et ce que je ne souhaitais pas reproduire et qui pouvait avoir un impact assez fort sur le bien-être des salariés. Donc aujourd'hui, pour les personnes avec qui on travaille chez Ogalo, donc 2 personnes qui ont intégré l'entreprise, j'essaye en tout cas d'être dans un état d'esprit que j'aurais aimé avoir quand j'étais salarié, dans le bien-être, dans Oui, tu veux le... pas reproduire. Exactement, tout à fait. Donc c'était pas forcément quelque chose qui était inscrit dans ta famille. C'est quelque chose qui est même nouveau, Ouais, ouais, tout à fait. C'est de plus... bien accueilli. Ouais, ouais, bien accueilli. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, d'avoir toujours un petit peu ce que, alors pas forcément dans le, on va dire dans la démesure financière, hein, mais dans le bien-être quotidien avec des parents qui m'ont toujours suivi, qui m'ont toujours poussé, qui m'ont toujours un petit peu guidé dans mes choix, etc.
tout en me laissant un petit peu libre. Et finalement, c'est venu assez naturellement, avec forcément des inquiétudes où j'entends régulièrement mes parents qui me disent ça va, ça marche le business? Oui, bah, tranquillement, on est en train de développer. Donc, c'est pas du jour au lendemain où on voit les résultats. Donc, ça, c'est peut-être un peu plus complexe à comprendre. Et justement, c'est pas le même logiciel parce que quand on est salarié, on a le salaire qui tombe tous Tout les à fait. mois, que le travail soit pénible ou pas. Mais quand on crée une entreprise, c'est un investissement sur du long Tout terme à fait. où on n'a pas forcément les fruits de notre travail directement. Et Exactement. ça, c'est pas le même logiciel et c'est pas évident à comprendre. C'est pas évident à comprendre et c'est pas évident à expliquer quand on Oui, est dans cette position-là. C'est que c'est pas du jour au lendemain ou comme certains entrepreneurs qui se lancent dans des métiers plutôt manuels où exactement. on a rapidement, ou pas d'ailleurs, mais on a rapidement des clients, où on a tout de Généralement, c'est un suite. peu plus rapide. Voilà, c'est un petit peu plus rapide. Là, on est plutôt sur du travail de fond avec une zone de chalandise beaucoup plus large, donc aussi beaucoup plus de difficultés à se faire connaître. Et ouais, non, c'est pas forcément facile à expliquer, mais après, il y a cette notion de confiance, il y a le fait. Et puis, il faut accepter aussi éventuellement l'erreur et l'échec de prendre de mauvaises décisions ou quoi aux caisses. C'est pas le cas avec Ogalo aujourd'hui, mais ça aurait pu arriver. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de la famille et de savoir s'entourer, d'avoir des proches qui soient présents et aimants. C'est aussi qu'ils soient là pour nous aider quand, dans les périodes un peu plus complexes, quoi. Ah, justement, tu me fais une très bonne transition par rapport aux erreurs et aux échecs. On dit souvent dans l'entrepreneuriat, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, que faire des erreurs, avoir des échecs, c'était source d'apprentissage. Quel est ton regard sur ça? Est-ce que toi, tu disais que tu en avais fait au niveau d'Ogalo, et justement, c'était ce que tu mettais en avant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as pu en tirer de ces erreurs-là, d'un point de vue professionnel et personnel? Alors, il y a 2 choses. La première chose, ça a été, pour citer une première erreur, ça a été le choix de l'agence de développement. J'en parle d'ailleurs, dans une vidéo qu'on est en train de tourner. C'est le choix de l'agence de développement, qui aurait pu être dramatique pour l'application, dans le sens où c'est, clairement, c'est le bébé, hein, c'est le C'est cœur le du cœur. sujet, exactement. Et l'application actuelle ne répond pas du tout à ce qu'on en attendait et à ce qu'on avait demandé, de mettre en place. Et au final, il a vite fallu rebondir et trouver enfin, voilà, des solutions pour ça. Et finalement, le choix de cette agence de développement s'est fait bien évidemment sur une partie économique, mais pour autant, ce n'était pas forcément les moins chers, mais aussi beaucoup au feeling. C'est-à-dire qu'ils ont eu on va dire, la démarche de me rassurer, de me faire croire qu'ils avaient compris le projet, et au final, pas du tout. Exactement. Donc, moralité, perso, c'est le feeling, c'est bien, Mais ça fait pas mais tout. ça fait pas tout. Et moralité plus économique, etc., c'est que voilà, faut prendre la mesure des choses. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'internaliser le développement, donc avec Michael qui a intégré l'entreprise, qui est notre CTO. C'est pareil, très complexe de Parce que là, tu as la trouver. main dessus. Alors, j'aime pas dire ça, mais Michael est chez nous, donc en tout cas, on est au quotidien Tu as un ensemble. regard qui est quand même Exactement. beaucoup plus. Exactement, un regard beaucoup plus précis. On s'est rencontrés par LinkedIn. Comme quoi ça marche. LinkedIn, ça fonctionne. Et j'étais pas du tout adepte de LinkedIn. C'était un soir sur le canapé à 21h en regardant les profils, etc. Je suis tombé sur son profil, ça a matché directement. Il a accepté de rejoindre le projet. Donc c'est aussi bien qu'il ne soit pour le moment pas au capital de l'entreprise, c'est aussi un peu un pari pour lui parce que bah, finalement, on est aux prémices de l'activité. Donc je le remercie. Il était également de son côté, il a déjà été entrepreneur, donc il comprend les problématiques de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ça n'a pas de C'est prix pour pas un monde l'entreprise. inconnu pour lui. Exactement. On n'est pas que dans le code pur, on a une vision plus globale sur la partie business, gestion de l'activité, et on est assez complémentaires sur ces sujets-là. Alors, on va rentrer dans la deuxième partie de cette discussion. Et là, je vais te demander qu'est-ce que c'est pour toi l'ambition et comment tu pourrais me la définir et comment elle se traduit dans ton quotidien. Ça fait 3 questions. Ça fait 3 questions. Et sur un vaste sujet. L'ambition pour moi, c'est de voir suffisamment loin et de s'attacher à une cause qui nous permette de se lever tous les matins en se disant je vais satisfaire une mission
et j'ai la pêche et ça me donne envie d'y aller. Donc clairement, c'est un petit peu ça ma vision des choses. Aujourd'hui, l'ambition, pour Ogalo en tout cas, c'est de révolutionner l'industrie du transport équin. On en a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a énormément de choses à mettre en place sur plein de volets, sur le volet entrepreneurial, sur l'outil en tant que tel, sur la façon d'amener les clients à changer leur mode de consommation. Donc c'est une vraie cause, hein. Pour autant sur un marché de niche, ça c'est une certitude. Mais pour moi, l'ambition, c'est ça, c'est de se donner les moyens, enfin une vision suffisamment long terme et large pour avoir une mission qui nous fasse lever tous les matins. C'est un petit peu la définition. Et est-ce que cette ambition, pour toi, elle est valable uniquement dans le domaine professionnel ou est-ce qu'elle peut exister dans le domaine personnel? Ah, c'est plus qu'exister. Pour moi, c'est qu'elles sont étroitement liées. On pourrait se dire, oui, j'avais mon boulot qui fonctionnait bien, je gagnais un petit peu d'argent et j'avais une belle maison, etc. Aujourd'hui, c'est des choses matérielles et finalement, on se rend compte que, enfin, moi, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui m'animait au quotidien. Donc, l'ambition, pour moi, professionnelle, est étroitement calquée à l'ambition perso, et les deux vont de pair. Ce qui est intéressant, alors c'est mon analyse, hein, peut-être que tu en auras une différente, mais je trouve que on a le même âge, Ouais, à quelques années près, on a le même âge. Euh, Nos parents, de façon générale, il y a quand même eu des investisseurs, des entrepreneurs, mais nos parents étaient quand même dans une logique beaucoup plus en fonction du niveau social, mais en classe moyenne, j'entends, dans la logique d'être salarié. tout à fait. On est une génération où je trouve il y a une espèce de scission dans la façon de réfléchir, la façon de vouloir vivre sa vie, où si on peut le faire, on tente Ouais, tout à fait. de se lancer. Déjà, est-ce que tu partages cette analyse et est-ce que toi, tu le vois aussi dans tes contacts, dans ton cercle, tu parlais de ton frère, vraiment qu'il y a une espèce de bascule et comment est-ce que tu en as parlé avec tes parents et comment eux, ils voient justement ça? On parlait tout à l'heure qu'ils avaient essayé, ils étaient assez ouverts, mais il y a quand même une crainte malgré tout, Bien parce sûr. qu'ils n'ont pas le même logiciel. Alors déjà, pour répondre, oui, je partage exactement le même point de vue. C'est une discussion qui revient souvent puisque j'ai souvent entendu ma maman se plaindre, en tout cas dire qu'elle n'était pas bien là où elle était, etc. Mais sans forcément sauter le cap de se dire bah, je fais autre chose ou ne serait-ce que changer d'entreprise. Parce que comme tu disais, les carrières étaient un peu toutes tracées. C'était régulier que sur nos aïeux, on ait des carrières de 25 ou 30 ans dans une même entreprise. Donc je pense qu'il y a vraiment une modification de la façon d'appréhender le travail. Et au-delà de ça, je pense que la partie, et ça rejoint, mais la place que prennent les loisirs dans la vie de tous les jours est beaucoup plus importante. Et l'un et l'autre sont pour moi étroitement liés. Clairement, nos grands-parents, mis à part travailler, n'avaient pas beaucoup de loisirs à côté, ou les plus chanceux d'entre eux en avaient un petit peu. Aujourd'hui, la place du loisir dans la vie quotidienne est quand même beaucoup plus importante et tant mieux parce que pour Ogalo, l'équitation c'est bien souvent un loisir. Donc finalement, on en est très content, mais justement cette cohérence entre le loisir et le monde du travail fait qu'on recherche peut-être plus aussi le bien-être au travail de façon plus générale. Et finalement, quand ça va pas forcément bien avec un employeur ou autre, on saute plus rapidement le pas. Il y a aussi tout l'écosystème qui est en train d'évoluer, qui permet aussi à des personnes comme nous, entrepreneurs, par exemple comme la Technopole d'Orléans ou autres, qui nous permettent d'avoir une structure derrière et Chose un qui petit... n'existait pas Bien sûr, forcément il y a 30 ans, 40 ans. exactement, tout à fait. Et puis le monde des startups se démocratise. Il y a peut-être un effet un petit peu moutonnier, c'est-à-dire que si on voit 5 personnes se lancer, on va peut-être plus facilement se lancer en disant bah, pourquoi je tenterais pas de Pourquoi ma pas moi, chance. oui. Ouais, exactement. Donc il y a une réelle évolution, mais je pense que c'est bien pour le bien-être global et puis pour l'ambition d'une façon plus générale. Alors, est-ce que tu penses que notre ambition maintenant, c'est de vivre sa vie plutôt que de survivre? Ouais, alors moi je pense que réellement c'est de vivre sa vie. Ce que je me dis souvent, c'est que c'est pas facile tous les jours quand on est entrepreneur. Clairement, on passe nos journées à régler des problèmes. Il y a aussi des parties super valorisantes. On a eu un transporteur ce matin qui nous encourageait fort dans ce qu'on est en train de faire. Donc ça a pas de prix. Enfin, c'est des petites victoires au quotidien. Mais clairement, moi,
on est plutôt dans cette démarche-là et j'ai vraiment trop peur de me réveiller à 50 ans en me disant bah, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Donc c'est plutôt, je pense qu'on n'est plus dans cette dynamique de survie et justement cette dynamique de survie, elle était peut-être plus présente il y a quelques années dans un travail purement alimentaire où des personnes ont travaillé pendant des années à un seul et même endroit sans forcément s'épanouir, que ce soit physiquement ou intellectuellement dans un travail très répétitif. Donc à mon avis, oui, on est plus dans le fait de s'épanouir. Et on en parlait brièvement, mais tes parents sont dans une logique, enfin ils comprennent en tout cas ta démarche et te soutiennent. Ouais, tout à fait. J'ai aucun frein là-dessus. J'ai jamais entendu mes parents me dire tu devrais pas faire ça ou quoi. Ok, je pense que, enfin voilà, Parce sans qu'il y a aucune des moments donnés où le cercle familial restreint, enfin, j'entends parents, grands-parents, frères et sœurs, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est la crainte. Ouais, tout à fait. C'est plus de C'est de de la la crainte, bienveillance, voilà, de la hein. bienveillance qui Tout à est fait. maladroite, des fois. Tout à fait. Des fois, elle est justifiée. Mais c'est pas évident de voir son enfant, son frère partir dans cette aventure-là quand nous-mêmes on ne l'a pas fait. Et des fois, il y a même de la frustration parce que ils auraient peut-être eu envie de le faire. Ouais, il y a plusieurs choses. Sur la frustration et le eu envie de le faire, je pense que si c'est ça, il le retranscrirait plutôt en énergie positive, c'est-à-dire que moi je l'ai pas fait, mais par contre vas-y fais-le et je t'encourage à le faire. Moi c'est un petit peu ça dans mon cas. Par contre, le côté bienveillance revient forcément. Je pense qu'on n'a pas envie de voir un enfant se cracher ou autre, bien que voilà, nos proches seront toujours là quoi qu'il arrive s'il y a des difficultés physiques ou financières ou autres. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage qui me pousse plutôt à aller de l'avant, et fort heureusement, et c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Tu as des enfants? Non, enfin je pense pas. Tu penses en avoir? Oui, oui, bien sûr, ça fait partie des projets de vie. C'est pas le moment à l'instant T, Le mais bébé pour le moment c'est au galop. ouais, exactement, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dirais à tes enfants si on te souhaite que Au Galop fonctionne, se développe et arrive aux ambitions nationales et même mondiales que tu envisages? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes enfants s'ils ont envie de reprendre ou même de créer quelque chose de différent? Parce que c'est pas parce qu'on l'a créé que on est forcément enclin peut-être à ce que nos enfants se mettent aussi dans la création, parce qu'on aura vu l'envers du décor. Des fois, on gratte un peu la peinture, puis on se rend compte que derrière, c'est pas non plus si beau que ça. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire? Alors, c'est une très bonne question parce que je parlais de mes précédentes expériences professionnelles et on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, il y a une génération qui crée, une qui entretient et une qui détruit. Euh, Ça, c'est intéressant, oui. C'est malheureusement un petit peu le cas et je me rappelle d'une discussion où un précédent employeur me disait on négocierait pas de rupture conventionnelle parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut voler de ses propres ailes. Quand on est la troisième génération de petits arrière-petits-enfants et qu'on arrive avec finalement une entreprise déjà créée, je pense qu'on n'a pas les mêmes, comment dire, pas la même hargne pour réussir. Il y a des entrepreneurs qui l'incarnent très bien. On parlait en off d'Anthony Bourbon tout à l'heure, qui est l'incarnation même de partir de zéro et d'aller loin. Au-delà de ça, je pense que, enfin, j'espère réussir et faire d'Au Galop donner Au Galop le succès qu'il mérite à l'échelle voilà, nationale et internationale, comme tu le disais. Pour autant, si j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils arrivent tout cuits dans l'entreprise. Bien évidemment qu'on a envie de leur donner tout l'amour et tout le confort dont ils méritent. Mais pour autant, je pense que de partir d'un petit peu de zéro, c'est une force que l'on a. Et il y avait Marc Simoncini dans une interview qui disait il faut un moteur dans le bide. Alors moi, j'ai pas eu, comme ces personnes-là, de gros problèmes, on va dire, à la naissance ou quoi. Ok, enfin, pas à la naissance, mais même dans l'enfance, qui ont fait que j'étais malheureux, que je me suis retrouvé dehors, etc. Mais pour autant, je pense qu'on peut quand même avoir un moteur qui nous tracte. Et quand on arrive dans une entreprise qui est toute faite, qui génère déjà des gros chiffres d'affaires et où on a juste à reprendre un poste. Alors, il y a des personnes qui le font très très bien et encore une fois, c'est pas le sujet. Mais pour moi, on n'a pas la même hargne que de partir de zéro et tout créer. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu disais. Il y a la première génération qui construit, la deuxième qui reprend et la troisième qui détruit. Alors, c'est pas tout le temps le vrai, Non, fort heureusement. effectivement, c'est pas tout le temps vrai. C'est ce que je voulais dire. Mais pourquoi justement, est-ce que tu l'as développé un petit peu, mais ce que tu veux dire, c'est que la hargne baisse pour la deuxième génération. Parce
que tu Je peux sais pas si c'est, développer? je pense pas que ce soit la hargne qui baisse, c'est qu'on n'a pas forcément C'est la pas la hargne. même vision. Ouais, exactement. C'est que quand on arrive dans quelque chose qui est déjà établi, on n'a pas connu cette partie de partir de zéro, que 1 euro c'est 1 euro, que même 50 centimes c'est 50 centimes, qu'il faut faire vraiment attention à toutes les À tout. décisions qu'on va prendre et que si on pense pas loin, si on n'a pas une énergie qui nous tire et qui nous même pousse plutôt vers le haut, on n'a tout simplement pas la même envie de faire et techniquement la réussite ressort pas de la même façon. Donc l'ambition diverge. Exactement. On va évoquer l'ambition équestre un petit peu. Donc tu nous disais que tu pratiquais l'équitation depuis plusieurs années. Ouais. Quelles leçons tu en as tirées que tu peux réutiliser au quotidien? Alors, moi, je suis cavalier de tout petit niveau, c'est plutôt cavalier, loisir. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est le lien avec l'animal qu'on n'a pas forcément, enfin, qu'on n'a tout simplement pas dans d'autres sports, qu'ils soient collectifs et cetera et c'est ce qui rend, c'est ce qui fait que ce sport est vraiment, sympa, même à haut niveau, quand on voit la fusion entre un cavalier et son animal, sur des hauteurs, enfin, sur du saut d'obstacle où des fois on saute 1,60 m où c'est de la précision quasiment au centimètre, c'est magnifique. Moi, c'est cet aspect, finalement, relation avec l'animal et l'importance de la place du cheval dans l'équitation qui aujourd'hui me fait prendre conscience, par rapport au business de galop, que la partie transport doit être adaptée à ça et que le bien-être de l'animal est au cœur des préoccupations. Respecter l'animal. Exactement, respecter la sécurité, et cetera. Pour beaucoup de personnes, c'est le bébé de la famille, hein, clairement. Tu parlais de la partie sportive. Comme je te disais, moi, j'ai plus été baigné finalement dans le rugby que l'équitation. Et aujourd'hui, cette partie rugby aujourd'hui me sert finalement me guide un petit peu dans la façon dont j'interagis avec l'équipe, dans le fait de vouloir emmener tout Le le... collectif, on s'emmène Exactement, tous ouais, ensemble, c'est on se ça. serre les coudes, on est en mêlée et on y va. Exactement, c'est plutôt ça. On peut avoir des petits coups de mou, on peut avoir un petit coup de moins bien, on peut avoir un manque de compétence sur quelque chose, mais c'est vraiment ça, c'est cet état d'esprit de tous avancer et de s'entraider finalement pour arriver à nos ambitions et à nos missions. Ma dernière question, que représente pour toi le cheval? C'est un animal noble. Ouais. Il y a peut-être une signification pour toi parce que au galop, bah, c'est mettre aussi c'est mettre le cheval à l'honneur aussi. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour toi le cheval? S'il y avait deux termes, ce serait la force et l'élégance. Quand on voit ce qui est capable de faire un cheval, quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, quand c'est dans le respect, c'est magnifique. Il y a beaucoup de disciplines qui existent dans l'équitation, hein, que ce soit le dressage, le saut d'obstacle, le concours complet ou autre. Et on en parlait juste avant, mais c'est vrai que cette relation avec cet animal qui finalement a une force décuplée par rapport à l'humain, c'est plutôt, enfin voilà, c'est admirable et il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. La force et l'élégance. Ouais, tout à fait. Et au galop, la force et l'élégance. Allez, allons-y. J'y avais jamais réfléchi, mais pourquoi pas. Ça colle assez aux valeurs de l'entreprise. Comment on peut retrouver au galop sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Alors, on est présent on en a parlé, un LinkedIn, sur Instagram et Facebook avec Ogalo Application. On vient de remettre à jour notre site internet, donc ogalo.fr, sur lequel nos utilisateurs peuvent s'inscrire pour suivre toutes les newsletters et les informations de l'entreprise. Et puis, la prochaine version d'Ogalo donc, arrive au mois de juin, où, pour le répéter, mais on se consacre à la partie mise en relation avec les professionnels du transport, qui sera disponible sur Android, iOS et sur Internet également. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi.